il n'y aura pas de suppression de sites, d'après la ministre de la Justice, et également d'après le président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a encore confirmé ce matin. Mais quelle sera l'activité juridictionnelle qui restera dans nos cours d'appel? En Normandie, cour d'appel de Rouen, et de Caen. On ne le sait pas. Il y aura, et ça c'est certain, des pôles de compétences, des spécialisations, des champs spécialisés. Où place-t-on le curseur? Je prends un exemple. Droit du travail. Est-ce que le droit du travail est un contentieux spécialisé qui pourra être affecté soit à Caen, soit à Rouen? Est-ce que à l'intérieur de la sphère droit du travail, il y a une spécialisation? Où place-t-on le curseur? On ne le sait pas. Ce qui est assez fou, c'est qu'à l'époque, le candidat Macron, lors de la présidentielle, avait parlé de concertation. Aujourd'hui, vous ne savez pas grand-chose, on a l'impression. On ne sait pas grand-chose. Les 5 chantiers ont été lancés début octobre par Mme Belloubet, garde des Sceaux. Elle a indiqué qu'il y aurait une concertation avec l'ensemble des acteurs de la justice, avec un dépôt de rapports, 5 rapports qui sont déposés ce jour, le 15 janvier 2018. Il n'y a pas eu de concertation. Il y a eu peut-être une consultation, et encore, mais surtout, nos instances nationales et également locales ont été reçues par les rapporteurs pour le chantier de la carte judiciaire, messieurs Houillon et Rimbourg. Mais il n'y a pas de concertation et nous n'avons rien de concret. Quelles conséquences, par exemple, si on prend justement cet exemple des cours d'appel? Elles sont 36 aujourd'hui. Au départ, le projet, c'était de les rassembler en 13 sur le modèle des régions administratives. Visiblement, on s'acheminerait vers une vingtaine. Quelles vont être les conséquences concrètes pour les justiciables? Des conséquences sont assez simples. Vous avez une affaire qui est jugée en première instance à Rouen. Elle est jugée ensuite à Caen devant la cour d'appel. Le justiciable qui habite à Rouen, dans la région de Rouen, va-t-il choisir un avocat rouennais, un avocat canet? Va-t-il devoir se déplacer à plusieurs reprises, voir son avocat à Caen, si le contentieux est à Caen, donc engendrer des frais, peut-être prendre des journées ou demi-journées de congé? C'est ça qui est concret. Et surtout, vous savez, on a souvent un parallèle, on fait souvent un parallèle entre la médecine et la justice. Le patient va voir son médecin pour un diagnostic. Relation de confiance, relation humaine. C'est exactement la même chose pour la justice. On se souvient de la très forte mobilisation du monde judiciaire au moment de la réforme initiée par Rachida Dati, 2007, 2011. Est-ce que là, ce sera la même chose? Je pense que oui. Vous allez organiser des actions du même type, etc. Oui, il y a une journée blanche aujourd'hui à Béziers. Est-ce que vous pensez à des choses pareilles? Tout à fait. Il y a une accélération des mouvements, il y a une mobilisation dans chaque barreau, dans chaque cour. À Rouen, par exemple, à titre d'information, je vais convoquer une assemblée générale informative et consultative dans les jours qui viennent pour analyser les rapports et voir quelle forme de mobilisation nous allons donc mettre en œuvre. Merci Maître Di Costanzo d'avoir répondu ce soir à nos questions. Merci. En bref, lui ne fermera finalement pas. Sur décision d'État, le bureau des douanes d'Évreux restera ouvert et l'arrêté ministériel prévoyant la fermeture est annulé. Une décision sur la forme puisque certaines instances représentatives du personnel auraient dû être consultées. Ce n'avait pas été le cas. Résultat, le bureau reste donc ouvert. Mais pour la brigade, il faudra encore attendre la décision du tribunal administratif. Et puis, la haute autorité pour la transparence de la vie publique a saisi la justice de la déclaration du patrimoine de fin de mandat de David Douillet. L'ex-député LR et ancien judoka normand sera contrôlé en raison d'un doute sérieux lié, je cite, à l'omission d'une partie substantielle du patrimoine. La haute autorité indique avoir jugé nécessaire de porter ces faits à la connaissance du procureur de la République à qui elle a donc transmis l'ensemble du dossier. De justice, il en est encore question avec ce procès qui s'est ouvert aujourd'hui pour toute la semaine devant la cour d'assises de Seine-Maritime. Un homme de 45 ans est jugé pour l'assassinat de sa femme qui venait de le quitter quelques jours auparavant. Des faits commis en mai 2010 à Hermanville, dans le Pays de Caux. On voit tout cela en détail avec Véronique Arnaud et Jean-Luc Drouin. Cet après-midi, à l'ouverture du procès, l'accusé, âgé de 45 ans aujourd'hui, s'est présenté libre au tribunal et pour cause. Les faits remontant à l'année 2010, il n'est plus en détention provisoire depuis 2013. La présidente est revenue sur ce 31 mai 2010. Ce jour-là, l'accusé demande à son ex-compagne de venir l'aider à rédiger une lettre de motivation. Claire, 30 ans, le rejoindra avec beaucoup d'appréhension. Depuis plusieurs mois, elle souhaite se séparer de lui. Elle a même récemment quitté leur domicile. Depuis, Jean-Marc, l'accusé, était devenu jaloux
et menaçant. À partir du moment où Capron a compris que mademoiselle Bénard allait le quitter définitivement, il s'est montré violent et il a fait usage de menaces. Et ce sont des menaces très précises, puisqu'on retrouve même ces menaces dans un écrit, dans une lettre qu'il a laissée, et dans laquelle il indique de la manière la plus nette qu'il y aura 2 balles, une balle pour Claire et une balle pour lui. Et c'est là que les versions divergent. Pour la partie civile, l'accusé a attiré son ex-compagne dans un traquenard avant de l'abattre d'un seul coup de fusil. Pour la défense, c'est un accident. Le coup serait parti sans intention de le faire. L'accusé s'est ensuite retourné, l'arme contre lui, se blessant violemment. Plus de 30 témoins et experts défileront toute la semaine à la barre. Selon la version retenue, l'accusé risque entre 20 ans et la réclusion criminelle à perpétuité. C'est un autre mouvement de contestation, celui des surveillants de prison, débuté tôt ce matin en soutien à leurs 3 collègues agressés par un détenu djihadiste. C'était jeudi à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, la maison d'arrêt dont le directeur vient de démissionner aujourd'hui d'ailleurs. Des opérations de blocage avaient lieu ce matin dans notre région, à Val-de-Reuil ou encore à Saint-Aubin-Routot près du Havre, où ils étaient une cinquantaine à exprimer leur ras-le-bol. Et le mouvement est reconduit demain dès 6 h du matin à Val-de-Reuil. Les surveillants pénitentiaires, une profession sous pression, tout comme les policiers. Notre feuilleton cette semaine nous emmène à l'hôtel de police de Rouen. L'une de nos équipes a suivi le quotidien des agents de la sécurité publique en uniforme, dans les rues ou au commissariat. Dans ce premier épisode, plongé au sein du centre d'information et de commandement qui traite de tous les appels passés à police secours. C'est un feuilleton signé Emmanuel Partouche avec Didier Meunier, Alexis Molina-Mounier et Justine Gier. Regardez. Police secours, bonjour. Vous n'avez vu personne, dégradé votre véhicule. Il y a apparemment un gros morceau de pare-choc dans direction Fécamp. Un appel toutes les 2 minutes en moyenne, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. C'est le quotidien de ces agents du SIC, le centre d'information et de commandement. Leur mission, répondre à tous les appels téléphoniques passés au 17 police secours. Vous êtes sur quelle autoroute, madame ? C'est quoi comme accident? Ces 7 policiers sont confrontés à tout type de demandes. On nous appelle pour avoir un vétérinaire de garde, on nous appelle pour avoir un médecin de garde, pour avoir tout en fait. C'est pas un peu énervant parfois quand même? Oui. Oui, très énervant. Avant qu'il n'y ait une procédure qui ne soit engagée, peut-être pourrions-nous arranger les choses à l'amiable. Voilà, bonne soirée madame, au revoir. Vous jouez le rôle de conciliatrice? C'est de plus en plus souvent. Les gens n'arrivent plus maintenant à discuter entre eux et à régler leurs problèmes. Donc on fait plus maintenant du social que du répressif. Durant leurs 12 heures de vacation, la vigilance est permanente. Une jeune fille a reçu des coups. Elle était victime d'un vol de portable. Donc ça s'est passé Docteur Fleury-Mont-Saint-Aignan et les individus sont partis en direction de Super U. Pas question de passer à côté d'appels plus préoccupants. D'accord. Lui, il veut pas venir déposer plainte, Lui, pour l'instant, il a dit au collègue pas de dépôt de plainte. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un propriétaire d'immeuble qui a constaté ce matin qu'il y avait des croix gammées qui avaient été faites sur la façade de son immeuble. Donc on a fait les constatations et puis donc ils vont faire une saisine, les collègues. Et l'identité judiciaire va aller faire des photos. Seul un coup de téléphone sur 4 passé au 17 nécessite l'intervention des forces de l'ordre. C'est l'autre mission du SIC, orienter les agents de police secours en patrouille dans l'ensemble du département, à Rouen donc, mais aussi au Havre, à Bolbec ou Fécamp. Parmi les outils à leur disposition, les caméras de vidéosurveillance pour mieux appréhender la situation et un système informatique qui permet de localiser les équipages. On a le système Pégase, qui est un logiciel avec ce qu'on appelle une géolocalisation et une cartographie. Donc cette cartographie, on dispose dessus les véhicules qu'on a à disponibilité pour pouvoir faire les interventions. Et donc on peut au fur et à mesure visualiser aussi bien les interventions et les véhicules qui y interviennent. Et dans l'un des véhicules d'intervention cet après-midi-là, Franck, Julien et Émilie. Transmettez pour Delta. Rendez-vous sur la commune de Grand-Quevilly pour un feu au 3e étage, SP sur place. Oui. Voilà la suite demain donc. Il n'aura pas laissé que de bons souvenirs aux bacheliers. C'en est terminé du système APB. Désormais, les élèves de terminale devront utiliser Parcoursup. C'est la nouvelle plateforme d'admission post-bac. Sera-t-elle meilleure et surtout plus juste qu'APB? Catherine Lecomte, bonsoir. Vous nous dites tout. Expliquez-nous.
Alors, l'objectif affiché effectivement de Parcoursup, eh bien, c'est d'améliorer les performances. Parcoursup est en ligne depuis ce matin 11 h, mais attention, la nouvelle plateforme est toujours en phase de test et ça va durer une bonne semaine. Il s'agit pour tout le monde d'apprivoiser ce nouvel outil et de voir comment ça marche. Alors, comment ça marche justement et qu'est-ce qui change concrètement ? Eh bien, en réalité, le principe reste un peu le même, mais avec un peu plus de garde-fous. En clair, les élèves vont devoir expliquer leur choix par une lettre de motivation et leur profil devra correspondre aux attendus exigés par la formation choisie. Et attention, ils devront aussi être plus sélectifs dans leurs vœux dès le départ, car ils n'ont plus droit qu'à une dizaine à peine contre une vingtaine avant, et plus besoin non plus de les classer par ordre de préférence, puisque c'est l'établissement qui acceptera ou non en fonction de ses places disponibles, mais tout se fera en temps réel et ça, eh bien, ça change tout. On écoute la responsable de cette plateforme au rectorat de Rouen. Cette année, les élèves auront une réponse pour chaque candidature formulée. Ils vont avoir la possibilité de déposer jusqu'à 10 candidatures et pour chacune des 10 candidatures, ils sauront si leur candidature a été retenue ou non. Maintenant, on va être sur une seule phase d'admission continue qui débutera le 22 mai jusqu'au 20 septembre. Lors de cette phase d'admission, chaque jour, les places libérées par des élèves vont être proposées à d'autres élèves qui sont sur liste d'attente. Alors du coup, le calendrier est beaucoup plus simple à retenir. 3 périodes principales, du 22 janvier au 13 mars pour étudier les formations et saisir ses vœux. Au 31 mars, tous les dossiers doivent être complets et validés par les élèves. Ensuite, rendez-vous au 22 mai où là, les réponses des établissements vont tomber au jour le jour avec des alertes possibles par SMS, par messagerie, y compris sur celles des parents d'élèves pour réagir au plus vite. Il y aura une pause pendant les écrits du bac, une période figée pour ne pas perturber la concentration des futurs bacheliers. Alors qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas la réponse que l'on souhaite, Catherine ? Eh bien, pas de panique, parce qu'on peut encore changer d'avis et attendre un peu que son choix premier soit accepté, même si on a dit oui, à condition, bien sûr, de respecter la date limite indiquée par l'établissement. À l'université, par exemple, pas de sélection officielle, mais la faculté demandée peut répondre un oui, si, en conditionnant son admission à l'inscription en module de remise à niveau. Le conseil de classe aussi émet un avis sur les formations choisies, mais consultatif. Et puis, comme avant, une phase complémentaire permet aux candidats recalés de faire des nouveaux choix en fonction des places vacantes jusqu'au 21 septembre. Le but affiché, bien sûr, que personne ne reste sur le carreau. Merci beaucoup Catherine pour toutes ces explications. Direction Dieppe à présent et le port pour dresser le bilan en ce mois de janvier de cette année écoulée. Une année pas forcément exceptionnelle, le trafic transmanche reste le même qu'en 2016, tout comme la pêche. En revanche, le tonnage des activités de commerce a baissé, passant de 500 000 tonnes à 390 000. Pour autant, le port de Dieppe ne perd pas d'argent. Pourquoi ? Grâce au secteur de l'éolien. Les explications de Grégory Arcapati avec Judicaël Rousseau. Avec une progression de 29% par rapport à 2016, le trafic de l'éolien permet au port de Dieppe de développer son activité et d'être encore plus attractif. Au total, 46 000 tonnes d'éoliennes ont été déchargées depuis 59 bateaux. Une réussite qui s'explique notamment grâce aux différents travaux effectués pour agrandir les zones de stockage. Actuellement, on a 50 000 mètres carrés d'aménagement en bord à quai et 25 000 sous hangar. Là, on n'est plus du tout limité. On peut accueillir avec les différents opérateurs maritimes de plus grosses livraisons d'éoliennes. Donc, on est sans difficulté en capacité aujourd'hui de gérer les différentes arrivées pour les différents chantiers. Le port de Dieppe se distingue grâce au matériel installé spécifiquement pour les opérations de manutention liées au trafic éolien. Et au sol, les équipes se doivent d'être performantes. Il faut que tout le monde s'entende, il faut que tout le monde se connaisse, parce que les grutiers travaillent tous très correctement, mais ils n'ont pas la même façon de travailler. Les dockers, c'est pareil, les contremaîtres, c'est pareil. Donc voilà, ça fait des années qu'on travaille tous ensemble ici sur le port de Dieppe. Selon le syndicat mixte, la situation géographique de Dieppe représente également un point positif pour les clients. On est sur des pales de plus en plus importantes, 56, 58, 59 mètres, ce qui pose des difficultés de circulation lorsque on arrive en centre d'agglomération comme Rouen. Et donc il est beaucoup plus facile de sortir les pales et de les envoyer donc sur les différents chantiers à partir de Dieppe. D'autres aménagements pour la logistique sont prévus si le parc éolien offshore au large de Dieppe et du Tréport se réalise.
Avant que les habitants de l'Estuaire ne retrouvent leur édition BTN, regardons ensemble ce qui vous a intéressé sur Internet aujourd'hui. C'est bien sûr cette image, celle de l'arbitre qui tacle un joueur et lui délivre ensuite un carton rouge. Scène du match hier entre Nantes et PSG. Tony Chaperon, l'arbitre normand originaire de Flers, a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Article à retrouver sur notre site Internet. Comme chaque lundi, retrouvons maintenant les Normands qui font vivre notre région. Et ce soir, je vous propose une rencontre avec Vincent Dumestre. Il est le directeur artistique du Poème Harmonique, un ensemble musical de musique baroque qui cette année fête ses 20 ans et qui est installé à la chapelle Corneille de Rouen. Il s'est, depuis sa création, tout de même produit dans toute la France, en plus de la plupart des capitales européennes. Voici ce portrait signé Julie Olette avec François Pesquet. Ce soir-là, à Rouen, le Poème Harmonique proposait Brevet à la Vita Nostra, les plus belles musiques de Monteverdi et de ses contemporains, métamorphosées en chants sacrés. À la fin du XVIe siècle, pour faire venir les gens à l'église, on prenait de belles musiques profanes et on changeait les textes en paroles spirituelles. Le Poème Harmonique a 20 ans cette année. À sa tête, son fondateur Vincent Dumestre. Il a su faire grandir son ensemble de musique baroque et le faire rayonner à travers le monde. Vincent Dumestre est avant tout musicien. Il joue du théorbe et du luth. Il a pourtant commencé avec la guitare et joué dans un groupe de rock à l'adolescence. Du rock au baroque, on pourrait penser qu'il y a un gouffre, et pourtant. Le rock, le jazz, la variété sont souvent écrits sur un schéma assez simple d'une basse et d'une voix chantée. Et souvent d'une basse répétitive. Et la musique baroque, un bon tiers de notre répertoire, est conçu également sur ce modèle, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous la basse continue, c'est-à-dire le fait d'accompagner un chanteur ou plusieurs chanteurs avec une ligne de basse. C'est 174, c'est piano, ma misera, donc un tempo et crescendo sur sol, fa, do, fa, mi. On l'essaye comme ça et on voit si ça... Vincent Dumestre étudie la guitare classique à l'École normale de musique de Paris. Il se prend ensuite de passion pour la musique baroque et se met au luth. Il joue alors dans de nombreux ensembles et fonde en 1998 le Poème Harmonique à Arques-la-Bataille près de Dieppe qui abrite un festival de musique ancienne. L'ensemble est salué par la critique dès le début. Avec la rénovation de la chapelle Corneille, il se voit confier en 2016 la production à Rouen d'une saison de musique baroque. Une grosse part du travail de Vincent Dumestre, en dehors des concerts et des répétitions, c'est la quête de partitions. Et tel un archéologue, il recherche des trésors cachés dans les bibliothèques, à Venise, à Berlin ou à Paris. Vient alors un travail sur l'interprétation de ces partitions, car la musique baroque permet une réelle liberté. Il n'y a pas musique plus créative et plus moderne, finalement, et vivante que la musique baroque, qui est en perpétuel remaniement, recréation. Alors, peut-être, pour prendre le parallèle avec la musique, une musique plus écrite, plus récente, par exemple, la musique 19e, la musique 20e, où le compositeur, sur la partition, inscrit des choses très précises, le nom des instruments, les tessitures exactes, des nuances de manière très déterminée, très particulière, qui donne moins de légitimité à un travail plus personnel et plus créatif. Il a des idées vraiment précises de ce qu'il veut, mais en même temps, il nous laisse toujours une part de liberté assez grande, ne serait-ce que par le répertoire, de toute façon, qui fait qu'on a une grande place pour l'improvisation, l'ornementation. Et c'est vrai qu'il nous fait confiance. Les recherches de Vincent Dumestre l'ont amené à faire revivre ses œuvres comme elles étaient jouées au XVIIe, avec un éclairage à la bougie et en mêlant aussi d'autres disciplines artistiques comme le cirque ou la danse qui nourrissaient les œuvres à l'époque.
L'autre combat de Vincent Dumestre, c'est la transmission et le partage. En 2014, il a créé l'école harmonique, un projet social et culturel sur le modèle d'El Sistema au Venezuela, qui forme à la pratique orchestrale des milliers de jeunes issus de milieux défavorisés. Et vous connaissez un instrument avec 2 manches, vous? Ah non, moi non plus, enfin à part celui-ci qui s'appelle un théorbe. Voilà. Sur les Hauts de Rouen, à l'école élémentaire de Bussy, le poème harmonique met à disposition des enfants des instruments et leur offre une formation musicale. Et cela va bien au-delà de la musique. Avec la musique, on apprend beaucoup de choses. Et je crois qu'on apprend l'essentiel qui n'est pas forcément musical. On apprend à s'écouter. On apprend à respecter le solo de flûte du voisin ou bien la partie de basse de violoncelle de l'autre. On apprend à concevoir qu'un chef, donc un instituteur, peut être aussi un chef, un musicien, un instituteur, quelqu'un parmi nous. Donc c'est à la fois, c'est reconnaître chez la personne qui a un référent qu'il est comme nous, il peut jouer d'un instrument, mais aussi à un moment donné, c'est lui l'autorité et c'est lui qui décide. Parfois comme ça, c'était un peu bizarre parce qu'on pouvait faire comme ça sur les collègues. Et ça, ils n'aimaient pas trop les collègues. Donc après, ils se battaient, c'était bien, ça cassait les instruments et tout. Et donc, pour éviter ça, quand on jouait les uns un peu sur les autres comme ça, on a décidé d'échanger l'archet et comme ça... C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Maintenant, les enfants, ce que je propose, vous pouvez nous montrer vous comment vous jouez. Si cet enseignement est obligatoire en CP et CE1, il devient facultatif par la suite. Pourtant, 30% des élèves continuent. Éloignés des conservatoires et écoles de musique, ces enfants, quand la musique vient à eux, ont une réelle appétence pour cette pratique. C'est aussi un projet précurseur et dans l'air du temps, puisqu'aujourd'hui, le gouvernement entend développer la chorale et la pratique collective de la musique dans les établissements scolaires. Le poème harmonique lutte ainsi contre l'élitisme de la musique classique, avec son répertoire baroque, notamment influencé par les cultures populaires. Waouh, bravo! Et contribue ainsi à constituer le public de demain. Merci aux musiciens. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur France 3. Je vous retrouve demain à 19h. Belle soirée à vous. À demain. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.